Masechet Ketubot Daf Tet Vav. On va commencer par Yud Dalet Amud Bet, la Mishnah qui est au bas de la page. Amar Rabbi Yossi, Maase Betinoket, Sheyarda Lemalot Maim Minayin Veneensa. Rabbi Yossi nous raconte une histoire qui est en rapport direct avec la Mishnah précédente. Vous vous en souvenez? Dans la Mishnah précédente, on a appris une double mahloket entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua à propos d'une jeune fille qui a été avec un garçon dont on ne connaît pas la nature. Est-ce que c'est un garçon kasher ou pas kasher? C'est-à-dire, on sait que les Kohanim n'ont pas le droit de se marier ni avec une divorcée, ni avec une halala, ni avec une zona. Qu'est-ce qu'on appelle zona? Zona, c'est l'appellation que donne la Torah à une femme qui a une relation avec un homme qui lui était interdit. Exemple, une fille juive qui va avec un goy. À partir du moment où elle a une relation avec lui, elle est devenue zona, plus jamais elle ne pourra se marier avec un Kohen. Ou encore, elle a une relation avec un mamzer. La Torah interdit le mariage avec le mamzer. Lo yavo mamzer bikhal Hashem. Si elle a une relation avec lui, eh bien, elle est devenue zona. Elle ne pourra pas épouser un Kohen. C'est ce qu'on appelle Niv'ela le Pasula. Elle a eu une Be'ila, une Bi'a, avec un homme qui était Pasoul pour elle. Alors, Pesalah Minakehuna. Le Pasoul est Posel. Celui qui est interdit pour cette fille, pour cette jeune fille juive, eh bien, il a été Posel, il a disqualifié désormais par rapport à un mariage avec un Kohen. C'est la raison pour laquelle, si on trouve par exemple une jeune fille enceinte, comment elle est tombée enceinte? Elle a bel et bien été avec quelqu'un. Alors, on lui pose la question, avec qui tu étais? Qui était cet homme? Elle dit, cet homme-là, c'est un homme kasher. C'était même un Kohen, carrément. Kohen, c'est le sommet de l'hiérarchie dans l'échelle de la généalogie juive. C'est l'élite. Kohanim, Léviim, Israélim. Kohen, c'est au sommet. Alors elle veut dire, j'étais avec un homme kasher. C'était un Israël, un Lévi ou un Kohen, carrément un Kohen. Qu'est-ce que tu veux? Je suis kshera. Et donc maintenant, elle va donner naissance à un bébé. Cette fille-là, est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen maintenant? Alors on se pose la question. Ça dépend avec qui elle a été. Selon ses dires, elle est kasher. Puisqu'elle dit, j'ai une relation avec un homme qui était kasher, même carrément un Kohen. Mais nous, qu'est-ce qu'on soupçonne? C'est qu'elle ait eu une relation avec un pasoul. Peut-être qu'elle a eu une relation avec un mamzer, peut-être avec un goy. Sait-on jamais? Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette femme-là, on va lui permettre de se marier avec un Kohen? Oui ou non? Mahloket. Rabban Gamliel dit Ne'emenet. Oui, elle est crédible. Elle te dit qu'elle a eu une relation avec un homme kasher. Alors, j'ai un safek. Je suis ma'amidota à la hazaka. On a une présomption d'innocence, une présomption de kashrut. Elle était cachère jusqu'à présent, elle le restera jusqu'à preuve du contraire. On n'a pas la preuve du contraire. Tu as une preuve que c'est un homme pasoul? Non. Alors tu peux lui faire confiance quand elle te dit qu'il était cachère, elle reste cachère et elle peut se marier avec un Kohen. Rabbi Yoshua, à contrario, va dire Lo mipiha anuhaim. On ne vit pas selon ses déclarations à elle. Elle n'est pas la référence de la vérité. On ne sait pas si elle ne ment pas. C'est sûr qu'elle veut défendre ses intérêts. Donc elle dit, il était kasher, il était Kohen. Mais l'omipi anuhaim, c'est à elle à amener une preuve comme quoi il était kasher. Et jusqu'à preuve du contraire, elle est non kasher. Elle ne peut pas se marier avec un Kohen. C'est pareil, si on a vu qu'elle est sortie d'un lieu d'isolement. Ils étaient dans un endroit
désert et on voit un homme et une femme sortir. On dit à cette jeune fille, qui était cet homme? Kohen Aya, ça veut dire kasher. Eh bien, c'est la même mahloket entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel dit Ne'emenet, donc elle est kasher. Rabbi Yoshua dit non, l'omipia haïm. Jusqu'à preuve du contraire, elle est non kasher et elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Alors, cette Mishnah est dans la suite directe de la précédente. Là, c'est une histoire carrément que Rabbi Yossi nous raconte, une histoire triste et dramatique. C'était dans la ville de Tzipori, dans le nord d'Israël. Nous avons une ville de Tzipori. Qui était Rav à Tzipori? Qui est-ce qui se rappelle? Qui était le Rav de la ville de Tzipori? Bravo, Rabbi Yossi. Qui l'a nommé? Les Romains l'avaient condamné. Il a été exilé. Rabbi Shimon Bar Yochai, ils l'ont condamné carrément à la mort. Rabbi Yehuda, on l'a mis sur un piédestal parce qu'il avait fait l'éloge des Romains. Alors le gouvernement romain a déclaré qu'il sera le représentant de la communauté juive auprès des autorités romaines. Rosh Hamedabrim Bechol Makom, c'est lui qui devait prendre la parole dans toutes les manifestations juives, Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossi, Iglel et Tzipori. Et Rabbi Yossi va se retrouver en exil à Tzipori. Il va quitter Yerushalayim pour le nord d'Israël. Eh bien, il nous raconte, le même Rabbi Yossi, ce qui s'est passé à Tzipori. Lisons l'histoire. Amar Rabbi Yossi, Marase betinoket, sheyarda lemalot maim min ha'ain, ve'ne'ensa, ve'amar Rabbi Yohanan ben Nuri, Mrov anshe ha'ir masi'in la kehuna, harezut inase la kehuna. Rabbi Yossi nous raconte que lorsque cette jeune fille est descendue dans un puits pour aller puiser de l'eau, puisqu'à l'époque, c'est comme ça que on pouvait alimenter la maison en eau, il fallait faire des kilomètres à pied vers la fontaine pour aller puiser. Eh bien, malheureusement, comme cette jeune fille était toute seule, il y a eu un garçon qui l'a violée. La question maintenant se posait. Cette jeune fille qui a été violée, elle a été violée par un homme kasher ou bien par un homme pasoul, c'est-à-dire par un mamzer ou par un goy, ou bien peut-être qu'elle a été violée par un jeune juif, Israël, Lévi, Cohen. Alors Rabbi Yohanan ben Nouri va dire, si la majorité des habitants de la ville sont des gens cachers, eh bien cette fille peut se marier avec un Kohen. Ça a été le psak halacha de Rabbi Yohanan ben Nouri. Im rov anshe ha'ir masi'im la kehuna, si la majorité des habitants de la ville masi'in la kehuna. Qu'est-ce que ça veut dire masi'in la kehuna? Ils donnent leur fille en mariage au Kohanim. Par exemple, si la personne est halal, ou la personne est goy, ou la personne est mamzer, alors sa fille ne peut pas se marier avec un Kohen. Un homme qui est mamzer, sa fille ne peut pas épouser un Kohen. Si un homme qui est goy, sa fille ne peut pas se marier, même si la mère est juive, la fille ne peut pas se marier avec un Kohen. Si le père est halal, eh bien la fille ne peut pas se marier avec un Kohen. Alors quelle est la nature des habitants de cette ville? Si la majorité des habitants de cette ville, Masi'in la Keuna, leur fille peut épouser un Kohen, ou encore leur femme étant veuve, peut-elle épouser un Kohen? C'est-à-dire, généralement, est-ce qu'un Kohen peut épouser une almana, une veuve? Oui. Il n'y a que le Kohen Gadol qui ne peut pas. Un Kohen peut épouser une almana. Quelle est la almana qui ne peut pas se marier avec un Kohen? Eh bien, une almana qui est zona, une almana qui est halala, c'est-à-dire une almana qui avait une relation avec un pasoul. Si par exemple elle était avec un mamzer ou un goy, eh bien cette almana ne peut pas se marier avec un Kohen. Si elle était mariée avec un halal, cette almana ne peut pas épouser un Kohen. Eh bien, donc là ici on parle de im rovan she'air masi'in la kehuna. Qu'est-ce que ça veut dire masi'in la kehuna? Regardez s'il vous plaît Rashi, les 3 dernières lignes de Rashi en bas.
Imrov Anshe Ha'ir, Kesherim, si la majorité des habitants de la ville sont Kesherim, Lehasi Benotehem, Ve Almenotehem, la Kehuna. C'est que leurs filles ou leur almana, s'ils décèdent, peuvent se marier avec un Kohen. Chez En Rov Bene Ha'ir Minaposlim Isha la Kehuna Bebi Atan. La majorité des habitants de la ville ne sont pas des gens qui peuvent disqualifier la jeune fille. Elle peut se marier avec un Kohen par la suite. Afzo Tinase la Kehuna. Alors cette jeune fille violée peut tout de même se marier avec un Kohen, vu que on attribue ce viol à un homme qui fait partie de la majorité de la ville. Si la majorité sont des gens cachers, eh bien certainement le violeur était un homme cachère. Cachère dans le sens, non pas de l'esprit, malheureusement il est loin d'être cachère dans son esprit, mais il est cachère au niveau de l'identité, au niveau de la cachoute familiale. Ça veut dire qu'il est soit Cohen, soit Lévi, soit Israël. Il n'est pas Mamzer, il n'est pas Goy, il n'est pas Halal. Au niveau de la filiation, il est caché. Gemara. Amar le Rav Nachman. Rava pose une question à Rav Nachman, son maître. Il lui dit, Rabbi Yochanan ben Nouri, de Amar Keman, Keraban Gamliel. Est-ce que Rabbi Yochanan ben Nouri, qui a tranché la halakha ainsi, et il prétend que si la majorité des habitants de la ville sont des gens cachers, alors cette jeune fille violée peut se marier avec un Kohen tout de même? Est-ce qu'il pense comme Rabban Gamliel de la Mishnah précédente? Qu'avait-il dit Rabban Gamliel dans la Mishnah précédente? Que la jeune fille, elle est cachère. Et pas seulement. Le rov, berov, kesherim, mais afilou rov, pesulim. Rabban Gamliel avait dit que la jeune fille peut se marier avec un Kohen. Pas seulement si elle a été avec un garçon dans une ville où la majorité des habitants sont des gens cachers. C'est possible qu'elle se marie avec un Kohen, même si la majorité des habitants étaient psulim, étaient des gens non cachers. Comme on a expliqué, c'est quoi non cachers, oui? Eh bien, malgré tout, pourquoi? Pour quelle raison il pense ainsi? Regardez ce que dit Rashi très joliment, l'avant-dernière ligne de Rashi. Afilu berov pesulim nami marchar de itle ha'med isha al hezkata. Rashi dit, tu veux savoir pourquoi Rabban Gamliel a accordé crédibilité à la femme qui prétend qu'elle est encore cachère? C'est parce que nous avons un safek. Est-ce que cette femme-là, elle est encore cachère ou elle ne l'est plus? Alors nous avons une règle hazaka, c'est-à-dire on a un contexte. On a un contexte. Toute fille d'Israël, jusqu'à preuve du contraire, elle est cachère. Présomption d'innocence. Hezkat kashrut. Maintenant, tu veux dire que peut-être qu'elle a été avec un goy, peut-être qu'elle a été avec un mamzer, peut-être qu'elle a été avec un halal, peut-être. Ça fait quoi? 50%, 50%. Un safek, c'est 50-50. Alors nous avons une règle. Tant que tu n'as pas de preuve du contraire, la situation reste inchangée. Tant que tu n'as pas de preuve de changement de situation, tu présumes que la situation est restée inchangée. Elle était quoi? Cachère, elle reste cachère. C'est le contexte antérieur qui va nous permettre de fixer, de trancher la halakha pour le futur. Le passé nous aide au futur. Rabbi Yoshua tient pas cette règle. Exactement. Rabbi Yoshua, lui, va nous dire qu'étant donné que maintenant, on a la preuve du contraire, c'est-à-dire, tant que je n'ai pas vu qu'elle a été avec quelqu'un, je n'ai pas vu d'homme, je n'ai pas vu qu'elle est enceinte, alors je ne me pose pas de questions. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est-à-dire, je garde la hazaka. La hazaka, je la garde tant qu'il n'y a rien qui déstabilise la hazaka. Or, ici, il y a quelque chose qui a déstabilisé la hazaka. Elle est enceinte. Elle a le ventre entre les dents. Je vois un garçon sortir avec elle. Alors là, je ne peux plus dire hazaka.
Donc la mahloket Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, est-ce qu'on applique la hazaka même au moment où on a une raison de se poser la question ou pas? Donc Rabban Gamliel, lui, il dit Hamed Isha al Hezkata. Mais ça, il applique même dans un contexte très, très précis, c'est-à-dire même si le rov des gens qui sont autour de cette femme sont des gens psulim. Si elle prétend qu'il est cachère, eh bien nous on dit qu'elle est cachère. Pourquoi? Parce que, tiens, ça fait Ahmed Ishal Hazaka. Alors, Rabbi Yochanan ben Nouri, pourquoi est-ce qu'il a dit que cette fille est cachère? Parce qu'il a dit que le rov des habitants de cette ville sont cachères. Sous-entendu que si le rov des habitants était non cachère, alors cette femme, elle n'est plus cachère. Elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Car on dit que certainement elle a une relation avec un homme de la majorité de la ville qui est non cachère. Ma pitom. Rabban Gamliel a dit clairement que Afilu Rubam Psulim Kshera. Alors Rabbi Yochanan ben Nouri, il pense comme Rabban Gamliel? Non, impossible. Alors certainement il pense comme Rabbi Yoshua. Et Ve'ike Rabbi Yoshua, s'il pense comme Rabbi Yoshua, ça ne marche pas non plus. Afilu Berov Kesherim Nami Pasil. Rabbi Yoshua, on avait déjà vu dans le Daf Yud Dalet, n'est-ce pas, ici dans ce Daf même, on a vu que Rabbi Yoshua disait que même si la majorité des hommes qui sont autour de cette femme sont kshérim, s'il y a une minorité de gens psulim, cette femme est pasoul. Alors pourquoi Rabbi Yochanan ben Nouri a dit que si la majorité des habitants de la ville sont cachères, alors elle est cachère? De deux choses l'une. Soit Rabbi Yochanan ben Nouri pense comme Rabban Gamliel, soit il pense comme Rabbi Yoshua. S'il pense comme Rabban Gamliel, alors Rabban Gamliel, il la rend cachère, même au cas où la majorité des habitants sont psulim. S'il pense comme Rabbi Yoshua, alors Rabbi Yoshua, il les possède, il la disqualifie, même si la majorité des gens sont kshérim. Alors je ne comprends pas Rabbi Yochanan ben Nouri qui fait dépendre maintenant de la majorité, du rov. Rov, kshérim, kshera. Rov, psulim, psula. Comme qui il pense? Amarle. Rav Nachman répond à Rava. Hachi amar Rabbi Yehuda amar Rav. Ainsi nous a interprété cette Mishnah Rav. Rav nous a révélé que cette histoire s'est déroulée dans les conditions suivantes. Bikronot shel tzipori hayam maaseh. Ça s'est passé le jour du marché dans la ville de Tzipori. Puisque Rabbi Yossi, c'est lui qui raconte cette histoire, il nous raconte une histoire qui a eu lieu à Tzipori. Regardez le premier hachis de la page. Bikronot shel Tzipori. Beyom hashuk. Chez Sirot Veshayarot Mimakom Aher Ba'ot Sham. Qu'est-ce que ça veut dire? La traduction du mot Karon, Karon ça veut dire un chariot. Karon, c'est un carrosse. Karon, carrosse. Chariot, calèche, charrette. Karon. Alors le Karon, c'était ce qui permettait à l'époque de transporter des hommes, de transporter de la marchandise. Principalement, c'est le jour du marché, où on avait des grands déplacements de caravanes. Quand il y avait la foire dans une ville, alors tout le monde venait de partout pour vendre, pour acheter, et ainsi de suite. Alors, on pouvait avoir des habitants locaux en temps normal, et des habitants de l'étranger, c'est-à-dire des étrangers, le jour du chouk. Et le jour du chouk, on l'appelle Krona Shel Tzipori, le jour où il y a beaucoup de chariots qui arrivent à Tzipori. Ce sont des caravanes. À l'époque, c'est comme ça que ça fonctionnait, puisque on ne voulait pas voyager tout seul dans le désert. Les routes étaient désertes d'une ville à l'autre. Donc on venait en chayara, en caravane, en groupe. Alors, le jour du marché, on a beaucoup d'étrangers qui se trouvent dans la ville de Tzipori. Et de ce fait, maintenant, quand elle a été violée ce jour-là, elle a été violée par qui?
par un habitant local ou par un étranger. Alors, regardez ça. Ukde Rabbi Ami, de Amar Rabbi Ami, she'aita si'a shel bene Adam kesherim, enveret lesham. Rabbi Ami nous dit que, ici, on a un double rov. Qu'est-ce que ça veut dire un double rov? On a premièrement le rov local et le rov mobile. C'est-à-dire, tu veux savoir pourquoi on a dit que cette fille-là, elle est cachère? Cette fille, elle est cachère parce qu'on a un double rov. Dans le sens où même d'après Rabbi Yoshua, qui lui disait que si on a un rov, ça ne suffit pas. Rov psulim, pardon, rov ksherim. Rabbi Yoshua dit pasoul. Mais si on a deux rov, alors dans ce cas-là, ce serait cachère. Parce que ici, on a des gens qui venaient d'une ville d'à côté. Par exemple, dans la Galilée, on a par exemple Tibériade. Des gens de Tibériade qui arrivent à Tzipori, le jour du marché. La majorité des habitants de Tibériade sont des gens cachers. Ce ne sont pas des goïms, des mamzerim, des halalim. La majorité sont des gens kshérim la keuna. La majorité des gens de Tzipori, eh bien, sont des gens cachers. Cette jeune fille a été violée. Il y a deux roves pour la cachériser. Si tu attribues le violeur à la majorité locale, il est cachère. Si tu attribues le violeur à la majorité étrangère, il est cachère. Il y a ici très roubé, deux roves. Donc c'est pour cela qu'il a dit cachère. Ukde Rabbi Yanaï, de Amar Rabbi Yanaï, ça rejoint l'enseignement de Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï nous a enseigné Niv'elet bikronot keshera la keuna. Celle qui a été violée dans les chariots, elle est cachère pour les Kohanim. Bikronot, c'est le cas d'Atar. C'est quoi cette histoire? Depuis quand quelqu'un, il faut qu'il viole Dafka dans le chariot? Et s'il a violé par terre, alors quoi? Ça change? Et là, Niv'elet beshaat keronot kshera la keuna. Ça veut dire qu'on ne parle pas ici de l'espace, mais du temps. Le Karon fait référence au jour du marché. C'est-à-dire que ce jour-là, il y a dans la ville des étrangers. Alors celle qui est Niv'elet Beshaat Kronot bénéficie d'un double rov. Le rov local et le rov des étrangers qui sont venus ce jour-là. Alors cette femme qui a été violée ce jour-là est cachère la Kohanim. Cette même jeune fille, elle aurait été violée un autre jour, elle n'est pas cachère pour les Kohanim. C'est ça ce que nous dit Rabbi Yanaï. Niv'elet bikronot kshera la keuna. Beshaat keronot kshera la keuna. Incroyable. Le même acte, le même viol, il a eu lieu ce jour-là, elle est cachère. Un autre jour, elle n'est pas cachère. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'en temps normal, il n'y a qu'un seul rov. C'est le rov kshérim des habitants locaux. Et le jour du marché, on a des caravanes qui viennent de la ville d'à côté. Eh bien là maintenant, on a un double rov. Dans ce cas-là, c'est bon, elle bénéficie de ce double rov. Maintenant, la question que vous avez envie de poser, elle est légitime. Pourquoi on a besoin d'un double rov? Pourquoi un rov ne suffirait pas? Mais s'il faut suivre le rov, alors un seul rov devrait suffire. De deux choses l'une. Soit on suit la majorité, soit on ne suit pas la majorité. Tu me dis, oui, on suit la majorité, mais à condition qu'elle soit double. C'est quoi cette histoire-là? D'où on apprend le din de la majorité? C'est un passouk dans la Torah. Ahare Rabim Lehatot. On suit le Rabim. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un double rov? C'est quoi cette histoire? On verra petit à petit dans la Gemara. Aval Piresh Ehad Mitzipori. Ubaal Avalat Shatuki. Mais si on avait une personne locale de la ville de Tzipori, où ça s'est passé cette histoire du viol de la pauvre jeune fille qui a été puisée de l'eau, eh bien, dans ce cas-là, même si la majorité des habitants de Tzipori sont des hommes cachers, cette femme ne pourra jamais se marier avec un Kohen.
Et pourquoi? Ki a deata Ravdimi amar ze'ire, amar Rabbi Hanina. Ve'amrela amar ze'ire, amar Rabbi Hanina. Olchin achar rov ha'ir, ve'en olchin achar rov si'a. Alors, d'abord, qui est porte-parole de ce message? Il y a ceux qui disent qu'il y en avait trois. Ravdimi, au nom de Ze'iri, au nom de Rabbi Hanina. Et certains disent que non, Ravdimi, il sort du lot. Il ne fait pas partie de la transmission. C'est Ze'iri, au nom de Rabbi Hanina. Et pourquoi c'est important de le dire? Si Ravdimi est facteur de ce message ou pas, c'est juste pour vous montrer que dans la Gemara, tout était précis. Tout était minutieusement retransmis. Qui a dit ça? Au nom de qui? Au nom de qui? Donc, d'après la première version, c'est Ravdimi au nom de Ze'ire, au nom de Rabbi Hanina. Selon la deuxième version, non, c'est pas Ravdimi. C'est Ze'ire au nom de Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. Holchin ahar rov ha'ir ve'en holchin ahar rov si'a. On doit suivre la majorité. Mais laquelle majorité? La majorité locale et pas la majorité des étrangers mobiles. Rov ha'ir, c'est-à-dire la majorité de la ville où on se trouve. Et rov si'a, si'a c'est la caravane, un groupe de personnes qui voyagent ensemble. On ne va pas d'après le rov des nomades, de la caravane nomade mobile, on va d'après le rov local. La Gemara dit quoi? Clapé laïa. Vers où tu vas là? Là tu as renversé la vapeur complètement. Tu es dans... C'est le monde à l'envers. Pourquoi c'est le monde à l'envers? Parce que nous allons apprendre dans quelques minutes une notion que vous connaissez certainement, la notion de Kol Kavua ke Mechetza al Mechetza Dami. C'est-à-dire, bien que la Torah ait dit qu'en général, il faut suivre la majorité, mais il y a une exception. Parfois, il ne faut pas suivre la majorité. C'est lorsque la minorité, elle est Kavua, elle est fixe. Exemple, on va le voir plus tard, la Gemara va le citer. On a dans une ville 10 boucheries. Il y a 9 boucheries cachères. Une boucherie qui vend de la viande non cachère. Il y a un bonhomme qui est arrivé ici en touriste et il a cru que dans cette ville, il n'y avait que des boucheries cachères. Il ne s'est pas posé de questions, il est parti, il a acheté de la viande. Il rentre à la maison, le Baal Habayit lui dit « Où vous avez acheté ces entrecôtes ?» Il dit « Ben, la boucherie. » Il a dit « Laquelle ?»« Je ne sais pas. » Il dit « Comment je ne sais pas ?» Dans cette ville, il y a une boucherie non cachère. Alors, à Botaï, la viande, elle est mangeable ou pas? Vous auriez dit oui. Eh bien, non. Pourquoi? Kol kavua ke mechetza al mechetza dami. Étant donné que là où il a acheté la viande, c'est dans une boucherie qui est kavua, eh bien, c'est comme si on avait 5 boucheries cachères et 5 boucheries non cachères. Le kavua vaut 50%. On a 90% et 10%. 9 boucheries cachères et une non cachère. Et il a acheté de la viande dans une boucherie, il ne sait pas laquelle, c'est comme si dans cette ville on avait 5 et 5. 50% de cachère, 50% de non cachère. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans le doute? On s'abstient. Ça fait que des oraïta la humra. On ne suit pas le rov. Alors la Gemara ici pose la question, elle dit Klapé laïa, vers où tu vas là? Mais là tu as fait un revirement de 180 degrés. Pourquoi? Parce que, d'après la règle de Kavua, alors justement, lorsqu'elle a une relation avec un habitant de la ville locale, eh bien, ici c'est Kavua. S'il a une relation avec lui, alors peut-être justement, on dirait qu'elle n'est pas cachère. Pourquoi? Même si la majorité des habitants sont cachères, mais la minorité qui n'est pas cachère sont Kavua. Et donc c'est comme si on avait 50-50. Même s'il y avait 90% de gens cachères et 10% de non cachères, c'est comme s'il y avait 50-50. Et donc, elle devrait être non cachère. Et justement, les étrangers qui sont en déplacement, puisqu'ils ne sont pas Kavua, c'est là justement où il faut appliquer la règle. Laquelle règle? Kol de Parish, Meruba Parish, bravo Rabbi Shimon. Nous avons une règle, Kol de Parish, Meruba Parish. C'est-à-dire, lorsque
il y a quelque chose ou quelqu'un qui s'est séparé de l'ensemble, je dis il s'est détaché de la majorité, pas de la minorité. Exemple. La même histoire. Dans la même ville, j'ai 9 boucheries cachères, une boucherie non cachère. J'ai trouvé de la viande dans le kikar, sur un banc, dans le métro. Je trouvais de la viande dans un sac. Je me pose la question, cachère ou pas cachère? Que diriez-vous? Cachère. Pourquoi cachère? Parce qu'on dit comme ça. La viande, on ne l'a pas achetée dans la boucherie qui est kavoua. La viande, on l'a trouvée déjà détachée. Pas riche. Pas riche, ça veut dire détaché, séparé. Donc, étant donné que la viande s'est déjà détachée de l'ensemble de la viande, elle est là au milieu de la ville, je me pose la question, Pirache, quel est le din? Cachère. Car là, je l'attribue à la majorité. Parce que c'est déjà déplacé, c'est déjà détaché. Alors, les gens qui sont nomades, les gens qui sont en déplacement, la caravane de voyageurs qui sont venus de Tibériade, dans la ville de Tsipori, dans la ville de Tibériade, la majorité sont des gens cachères. Et les gens qui sont ici à Tsipori maintenant, ils sont en déplacement. S'ils sont en déplacement, ça s'appelle qu'ils se sont détachés de l'ensemble de Tibériade. D'où ils se sont détachés? De la majorité de Tibériade ou bien de la minorité de Tibériade qui n'est pas cachère? Évidemment de la majorité. Alors comment est-ce que si tu me dis le contraire? Amar Rabbi Hanina, Holchim Aharov A'ir ve'en Holchim Aharov Si'a. On va d'après la majorité locale et non pas par rapport à la majorité de la ville étrangère. Mais c'est le contraire. Ça s'appelle en hébreu ou en araméen naïde, nayad. Comment on dit un téléphone portable aujourd'hui? Ici en Israël, on l'appelle le nayad. Nayad, ça veut dire qui est nomade, qui se déplace, mobile. Alors la Gemara dit Hane naïde, ve'ane kve'e ve'kaime, c'est-à-dire ce que je vous ai dit oralement, c'est ce qui est écrit dans la Gemara. Hane naïde, ve'hane kve'e, ceux-là, ils sont en déplacement. Alors justement, il faut les attribuer à la majorité. Donc elles devraient être cachères. Vehane kevi'e, tandis que s'il a été violé par quelqu'un qui est local, et ceux-là ils sont kvoim, et donc dans le kavoua, on ne va pas d'après la majorité, on devrait dire qu'elle n'est pas cachère. Hane kevi'e vekaime, ils sont kavoua, vekayamim ici. Alors la Gemara nous dit voilà comment il faut réajuster la phrase. Et là, holchin aharov ba'ir, vehu de'ikarov si'a bahada. ואין הולכים אחרוב העיר גרדתה, ולא אחרוב סיעה גרדתה. Qu'est-ce que ça veut dire? Extraordinaire. C'est là que la Gemara va fonder le yesod que j'ai évoqué oralement tout à l'heure, à savoir le double rov. On ne peut pas s'appuyer que sur un rov de la majorité, que sur le rov de la ville étrangère, ni sur un rov de la ville locale. Exemple. La majorité des habitants de Tibériade, imaginons que c'est des gens non cachers. Des gens, des goïms, des marzerim, des halalim, imaginons. Maintenant, cette fille-là, elle a été violée le jour du marché. Par qui elle a été violée? Un habitant local ou un habitant étranger, un étranger. Si c'est un habitant local, eh bien ici à Tsipori, la majorité sont des gens kshérim. Mais la majorité des gens de Tibériade sont psulim. Eh bien cette fille n'est pas cachère. Ou inversement, la majorité des habitants de Tibériade étaient des gens cachers. Et la majorité des habitants de Tsipori sont des gens non cachers. Eh bien cette fille n'est pas cachère. Pour qu'elle soit cachère, il faut qu'elle puisse bénéficier d'un rov de kshérim local et un rov de kshérim nomade, mobile. C'est-à-dire que les gens qui sont nomades, qui sont ici de Tibériade, eh bien il faut que Tibériade soit rov kshérim et il faut que la majorité des habitants locaux, Tsipori, soit rubam kshérim. Mais si on n'a qu'un seul rov,
is not good. Et on verra tout de suite pourquoi. Mais déjà, on va relire ça. Et là, Holchin Ahar Rov Ha'ir, on va d'après la majorité des habitants de la ville, Vehu, à condition des Ika Rov Sira Bahada, que le Rov du groupe de voyageurs soit également un Rov de Ksherim. Ve'en Holchim Ahar Rov Ha'ir Gredata. Mais on ne peut pas suivre un seul Rov, juste le Rov de la ville, Stam. Velo Ahar Rov Sira Gredata. Et également, on ne peut pas s'appuyer juste sur le Rov Sira, c'est-à-dire la majorité de la ville de ces voyageurs est cachère. Ça ne suffit pas. Pour quelle raison? Maïtama. Réponse. Gzera. C'est une Gzera de Hachamim. C'est pas Minatora. Gzera Rov Sira Atu Rov Ha'ir. Parce que si tu vas autoriser la majorité des nomades qui sont cachers, vous comprenez les tzadikim, on a dit que si c'est le Rov Ha'ir, is not good. Pourquoi is not good? Parce que ici c'est Kavua. Et Kol Kavua, qui est Mertzal Mertzadami. Donc lorsque la majorité elle est locale, elle est fixe. Quand elle est figée, alors on n'applique pas la loi de la majorité. La loi de la majorité est une loi applicable que lorsqu'on est en déplacement. Kol des parish, Merouba parish. Mais pas quand c'est Kavua, comme dans l'histoire de la boucherie. Une boucherie non cachère avec 9 boucheries cachères, et on a acheté la viande dans une boucherie, et on ne sait pas dans quelle boucherie, is not good. On ne suit pas la majorité, parce que c'est Kavua. Alors regardez-moi ça. Le Rov de la ville is not good, parce que la ville locale c'est Kavua. Le Rov de la Sira, les Nos'im, les voyageurs qui sont venus d'étrangers, comme ils sont en déplacement, donc Parish, Kol des Parish, Merouba, Parish. Donc si la majorité des habitants de Tibériade qui sont venus à Tzipori, c'est des gens cachers, eh bien cette fille elle est cachère. Alors pourquoi les Hachamim ont dit non cachère? Pourquoi ils ont exigé un Rov, pas seulement de Tibériade, mais aussi un Rov de Tzipori, que les deux ils soient cachers? Pourquoi on a besoin de 2 Rovs? Parce que si tu vas autoriser cette jeune fille à se marier avec un Kohen sur la base de la majorité de la caravane, la majorité de la ville de Tibériade qui est à l'origine de ces voyageurs, alors les gens ils vont dire tiens, on va d'après le Rov des habitants de la ville, donc c'est pour ça qu'ils ont dit qu'elle est cachère. Eh bien ils vont dire aussi, si le jour où il n'y a pas de marché, eh bien, elle s'est faite violer dans cette ville. La majorité des habitants de Tzipori, eh bien, ils sont cachers, alors ils vont croire qu'elle est cachère. Ils vont pas comprendre quelle est la différence entre le Rov des habitants de Tibériade et les Rov des habitants de Tzipori. Va maintenant leur expliquer qu'au Daf Yomi, on a appris qu'il y a un Rov Kavua et on a un Rov qui n'est pas Kavua. Qui va comprendre ces nuances, ces subtilités? Ne comprennent pas les gens. Ils peuvent facilement faire des confusions. C'est pour ça que Hachamim ont fait une Gzera. Ils ont dit il faut 2 Rov. Le Rov local et le Rov nomade. Et d'ailleurs, à Botaï, même au niveau du Rov local, c'est pas toujours condamnable. Il y a un cas où ça marche le Rov. Ça dépend qui a été chez qui. Est-ce que c'est la fille qui a été dans la maison du garçon, ou avec qui elle a une relation chez lui à la maison, ou l'inverse, c'est lui qui a été vers la jeune fille qu'il a violée près du puits? Quelle est la différence? Regardez la Gemara. Ideka azle inhu le gabba, kol de parish miruba parish. La tsericha, et la deka azla ihi le gabbayu. Si c'était lui, le garçon, qui avait été violer la fille près du puits, alors en effet, ce garçon-là, d'où il sort? Il sort des habitants de la ville. Il s'est détaché du Makom Kavua. Il est sorti de chez lui.
Il est en déplacement. Alors je dis, d'où il sort ce garçon? Mais il fait partie des gens qui habitent là. Oui. Donc maintenant qu'il s'est détaché, c'est comme la viande. Rabotai, rappelez-vous la viande. Ça dépend. Est-ce que la viande, on l'a achetée dans la boucherie ou la viande, on l'a trouvée sur le banc, dans le kikar? Si la viande, on l'a achetée dans la boucherie, ça veut dire que le safek est né dans le makom kavua. Is not good. La viande n'est pas cachère. Cette même viande, je ne l'ai pas achetée dans la boucherie. Cette même viande, je l'ai découverte déjà détachée. Alors elle n'est plus kavua. Elle n'est pas riche. Dans ce cas-là, cachère. Cachère. Alors la même chose. Ce garçon, il a une relation avec cette jeune fille. Est-ce qu'il l'a rendue psoula ou elle est restée cachère? Écoutez bien les amis. La même ville, le même garçon, la même fille, le même acte. Un jour ça peut être cachère, un jour ça peut être pas cachère minatora. Quand est-ce que c'est cachère? Si c'est le garçon qui a été vers la fille, il s'est détaché de l'ensemble, Kol des Parish, Meruba Parish. La majorité des habitants sont cachères. Atzipori is very good. Kshera. Si jamais c'est le contraire, c'est elle qui a été chez lui à la maison, et maintenant on ne sait pas avec qui elle a été, on lui dit avec qui tu as été? Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Eh bien, on va voir. Pourcentage. 90% des gens cachères, 10% des gens non cachères. Il y a quelqu'un qui va dire, elle est cachère, la majorité. Pas cachère. Pourquoi? Étant donné que ces 10% de non cachères sont kavouars. Et elle a été chez le kavouar. C'est comme 50-50. C'est comme si on avait 50% de non cachères et 50% de cachères. Qu'est-ce que tu fais dans le doute? On s'abstient. Ça fait que de oreilles à la roue. On ne suit pas le rov pour la cachériser. Donc, Rabotai, regardez maintenant comment on est arrivé à la xéra de Hachamim. Hachamim sont arrivés à faire une xéra et exiger un double rov. Que la majorité de la ville étrangère soit des gens kshérim. Et la majorité des habitants locaux soient kshérim. Une fois que j'ai ces doubles rov, alors là, à ce moment-là, je suis tranquille, je n'ai pas besoin de faire de xéra, il n'y a pas de confusion possible, tout le monde sait qu'il faut un double rov. Mais si tu vas leur dire, le rov de la ville de là-bas, c'est bon, hein, parce qu'ils sont naïdés, Kol des Parish, Meruba Parish. Alors il va dire, quelle différence entre Tibériade et Tzipori? Là aussi, la majorité, ils sont cachères. Le jour où il n'y a pas de foire, où il n'y a pas de marché, mais si elle a été avec quelqu'un ici, il y a deux hypothèses. Soit c'est lui qui a été vers elle, soit c'est elle qui a été vers lui. Si c'est lui vers elle, elle est cachère. Kol des Parish, Meruba Parish. Si c'est elle vers lui, elle a été chez lui à la maison, Kavua, Kol Kavua, Kemerza, Mertzadami. À cause de cette histoire de Kol Kavua, Kemerza, Mertzadami, Hachamim ont fait une xéra. Ils ont fait une xéra dans le cas où lui a été la violée près du puits, de peur où un jour on va cachériser quand c'est elle qui a été séduite par lui et qu'elle a été chez lui à la maison. Elle a une relation chez lui à la maison. Dans ce cas-là, on ne pourra plus suivre la majorité parce que c'est kavua. À cause de ce kavua que Meretza, on a dit bichlal, on ne suit pas la majorité locale. La majorité locale ne peut pas nous aider. Quand est-ce que la majorité locale, elle est, oui, fonctionnelle, quand elle est associée à une majorité par rapport à la ville des étrangers qui étaient là. Donc, il faut deux rovs. Rouba de Naïde et Rouba de l'Onaïde. Les deux rovs. La Gemara maintenant s'étonne. Elle dit Umi ba'inan tre roube. Ah bon? Vraiment, ça existe? Ce genre de xéra, d'exiger deux rov, ve'atania. Pourtant, on a appris dans une braïta. Tesha hanuyot, 9 boucheries, kulan mochod, basar shhuta. Elles vendent toutes de la viande cachère, de shrita. Ve'ahat, mocheret, basar nevela. Et il y en a une qui vend de la viande de nevela, de charogne, c'est-à-dire non shritée. Ve'lakach me'ahat mehen ve'eno yodea me'eze mehen lakach. Et il a acheté chez l'une d'entre elles
de la viande. Mais il ne se souvient pas de quelle boucherie il a pris. Sfeko Assour. Dans ce safek, la viande est interdite. Ou benimtsa, si par contre on a trouvé la viande dans le kikar, dans un sachet sur un banc, aler ahararov. Tu vas suivre le rov et dans ce cas-là, la viande est cachère. Puisqu'il y a 9 boucheries cachères, on dit que la viande vient certainement de l'une des 9 boucheries et non pas de la seule boucherie non cachère. Alors qu'est-ce que tu vois ici? Rabotaï, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est ce qu'on a expliqué déjà. Non. La grosse question ici, s'il vous plaît, donnez-moi la grosse question. Laissez-les réfléchir. Allez, réfléchissez 15 secondes. Dites-moi quelle est la question. Hein? Bravo. Ici, il y a un seul rov. Il n'y a pas de rov. Ah oui, oui, pas les deux. On a rendu la viande cachère grâce à un seul rov. Tu dis, il y a 9 boucheries cachères et la viande a été détachée de l'ensemble. On a trouvé la viande dans le kikar. Tu dis que c'est cachère, mais pourtant, il n'y a qu'un seul rov. Et on ne fait pas de xérot. Ah oui. Peut-être que si tu vas lui permettre de manger de la viande lorsque la viande elle est détachée, peut-être qu'il va se permettre de manger de la viande même lorsqu'il a acheté dans la boucherie et que le safek est né dans le kavua. Comment? Très bien. La Gemara dit Vechitema beshe'en daltot medina ne'ulot deka atele la ruba me'alma. Et si tu vas me dire peut-être qu'on parle ici qu'on a 2 rov, comment est-ce possible d'avoir 2 rov? Eh bien, on a de l'importation de viande des boucheries de Tibériade. Je prends encore une fois les mêmes villes, d'accord? Allez, imaginons, bien que la Gemara ne parle pas de Tsipori ou de Tibériade pour la viande, mais on va garder les noms. On a des viandes, on a des boucheries à Tsipori, on a des boucheries à Tibériade. J'ai trouvé de la viande dans le kikar de Tsipori. Alors, cette viande, d'où elle vient? Eh bien, elle peut venir de Tsipori, elle peut venir de Tibériade. Tu vois pas que c'est le jour du marché? Il y a eu des chariots plein de viande qui est arrivée cachère de Tibériade. Alors ici, on a 2 roves. On a le rove local et on a le rove nomade. Le rove de l'étranger. Alors peut-être que là aussi, quand on a dit que la viande trouvée dans le kikar est cachère, parce qu'on l'attribue à la majorité des boucheries, peut-être qu'on parle spécialement d'un cas où les portes de la ville étaient ouvertes. Et si les portes de la ville étaient ouvertes, donc on a des chariots qui transportent de la viande à profusion. Et donc on a 2 viandes, viande locale, viande étrangère. Et dans les 2 roves, boucherie cachère. Là-bas, 9 boucheries cachères, ici 9 boucheries cachères, là-bas il n'y a qu'une seule non cachère, ici une autre. Ah, là peut-être qu'on a dit cachère dans ce cas-là. Jamais de la vie. Je relis. Vechi tema, et si tu vas vouloir me dire, Beshe'en daltot medina ne'ulot. Rabbi Shimon, traduisez-moi. Vechi tema. Vechi tema. Vechi tema beshe'en daltot medina ne'ulot. Deka atela ruba me'alma. Et si tu vas me dire qu'on parle d'une ville où les portes ne sont pas fermées, en d'autres termes, les portes sont ouvertes. Deka atela ruba me'alma. Qu'est-ce que ça veut dire? On apporte de la viande de la majorité des boucheries cachères qui se trouvent dans l'autre ville. C'est faux. Tu peux tenter de le dire, mais c'est faux. Pourquoi? Ve'amar Rabbi Zera. Rabbi Zera l'a dit clairement. Afal pi shedaltot medina ne'ulot. Bien que les portes de la ville sont fermées et il n'y a pas d'importation, la viande que nous avons dans cette ville, elle n'est que locale. Et tout de même, on peut suivre la majorité des boucheries. On peut attribuer la viande qu'on a trouvée dans le kikar à la majorité des boucheries locales. Et on n'a jamais fait de xéra en disant, mais écoute, si tu lui permets de manger la viande qu'il a trouvée dans le kikar, eh bien demain il va se permettre de manger la viande qu'il a achetée dans une boucherie. Or, c'est pas du tout pareil. Quand il a un safek par rapport à la viande qui se trouve dans le kikar, qu'est-ce qu'on dit? Col des parish, mais rouba parish, donc cachère. Mais si le safek est né dans la boucherie, c'est pas dans quelle boucherie il a acheté, qu'est-ce qu'on dit? Kol kavua ke mehetzal mehetzadame, comme si c'était 5 boucheries cachères, 5 boucheries non cachères. Donc non cachères. Pourquoi tu ne dis pas
Mais si tu lui permets, Kol des Parish, il va se permettre, même Bekavoua. Comme tu m'as dit par rapport à la jeune fille, tu as dit qu'elle n'est pas cachée pour un Kohen. Parce que si tu lui permets de se marier avec un Kohen par rapport à un Rov, qui normalement selon la Torah est valide, est valable, mais elle risque de faire des confusions. On risque de faire des confusions. Pourquoi est-ce qu'ici on n'a pas eu peur de la confusion? Quelle différence entre cette confusion et cette confusion? Pourquoi là tu exiges très roubé pour cachériser la Kohanim et ici un seul Rov suffirait? La Mishnah a instauré une norme plus élevée dans les questions de généalogie. Bravo. C'est la réponse de la Gemara. Ma'ala asu beyohasin. Excellent. Baba Yahya, bien répondu. Alors, en effet, au niveau des Kohanim, pour les Kohanim, alors on est très makpid. Il s'agit ici de généalogie. Alors les Hachamim ont été beaucoup plus stricts. Et là, ils ont fait une Gezerah. Alors que pour la viande, ils n'ont pas fait de Gezerah. Pour la généalogie des Kohanim, ils ont fait la Gezerah. Les Aharonim discutent à ce propos, est-ce que la notion de Yohassim, c'est uniquement par rapport aux Kohanim, ou bien c'est même de manière générale? Pour tout ce qui est mariage, alors on est beaucoup plus strict, parce qu'on veut sauvegarder, préserver la pureté de la filiation juive. Alors à Botaï maintenant, on va plonger dans le sujet de tout ce qu'on vient d'apprendre, à savoir la notion du Rov, Kavua, pas Kavua, la Gemara dit Goufa. Maintenant, quand on dit Goufa, c'est qu'on reprend un sujet qui était cité que de passage, et maintenant, on se focalise là-dessus. Amar Rabbi Zera. Kol kavua kemechetza mechetza dami ben la kula ben la humra. Rabbi Zera nous dit que cette notion de kavua, le rov et le mi'out, la majorité et la minorité. On a dit que la minorité, elle est considérée comme nulle. C'est seulement si elle n'est pas kavua. Mais si la minorité est kavua, alors elle n'est pas considérée comme nulle. Au contraire, elle a une importance de 50%. Comme on a dit, 9 boucheries cachères et une boucherie non cachère, c'est comme si on avait 5 et 5 lorsque le safek est dans le kavua. Tandis que si c'est pas kavua, alors c'est 9 et 1, ça fait 90%, on suit la majorité. Mais Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il nous rajoute ici comme hidouche explosif? C'est qu'il dit que c'est pas seulement la humra, même la kula. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la boucherie non cachère, et le bonhomme, il a été acheté, le touriste, il vient d'arriver à Natania, et il pensait que Natania, tout est cachère. Et il va, il achète n'importe où. On lui dit, mais où? Je sais pas. Mais il y a des boucheries, malheureusement, qui ne le sont pas. Alors, dans ce cas-là, la viande n'est pas cachère. Pourtant, c'est minoritaire. La grande majorité des boucheries sont cachères. Ouais. Mais étant donné que le safek est né dans le kavua, pas cachère. Ça s'appelle humra. Mais est-ce qu'on peut envisager ce même raisonnement, la kula? C'est-à-dire que le kavua peut nous conduire à un résultat justement de tolérance et non pas d'interdiction, comme on vient d'expliquer. Alors vous allez voir, un peu de patience. Minale les Rabbi Zera. Premièrement, sur quoi Rabbi Zera s'est appuyé pour affirmer cette chose-là? Que le kavua peut engendrer un résultat d'interdiction, de tolérance comme d'interdiction. Elima mitesha hanuyot kulan mochrot besar shchuta ve'achat besar nevela velakach me'achat mehen ve'no yodea mezemen lakach sfeko asur ubenimtza halecha hararo hatam la humra. Si c'est par rapport à la fameuse baraïta qu'on a évoquée à propos des 9 boucheries qui vendaient de la viande cachère et une non cachère, et il a acheté dans une boucherie, il ne se souvient pas de laquelle il a acheté, et on dit que dans ce cas-là, sfeko asur, eh bien ça c'est une humra. Là c'est pas une kula, c'est pas une indulgence, au contraire, c'est une interdiction. Et là, mitish'at sefardeim ve'sheretz echad benehem ve'naga be'echad mehem ve'no yodea be'eze mehem naga sfeko tameh. Il lui dit peut-être que tu fais allusion à une autre braïta.
Imaginons qu'il y ait 9 grenouilles et un reptile. Vous savez que la Torah nous enseigne dans Parashat Shemini qu'il existe 8 reptiles qui communiquent de la Toum'a quand ils sont morts. 8 reptiles morts peuvent rendre tamé la personne qui touchera, ou un keli qui touchera, ou un aliment qui sera en contact. Bekitsour, il n'y a que 8 qui sont énumérés par leur nom dans Parashat Shemini. À part ces 8, tous les autres reptiles, quand ils sont morts, ne communiquent aucune toum'a. Par exemple, la grenouille, c'est aussi un rampant. Une grenouille morte, on l'a touchée, est-ce qu'on est devenu tamé? Non. Un tzav, un akhbar, oui. Aleta'a, un homet, un tinchamet, oui. Un tzav, le tzav, tzav on traduit par tortue. L'eta'a, le lézard. Alors, Bekitsour, on a des reptiles, 8, qui sont énumérés dans Parashat Shmini, que lorsqu'ils sont morts, en touchant, on devient tamé. Imaginons maintenant, il y avait 9 grenouilles et un reptile, tous étaient morts. Le bonhomme, il a touché, il sait qu'il a touché l'un des 10, mais il ne sait pas lequel. Si on va d'après la majorité, eh bien il est tard, il a touché une grenouille. Si on dit que Kol Kavua ke Mechetzal Mechetzal Dami, c'est un safek. À Botaï, qu'est-ce qu'on nous dit? Sfeko Tamé. Le bonhomme, il a touché, eh bien, ici il ne sait pas, qu'est-ce qu'il a touché? Il est tamé. Pourquoi? Parce qu'on dit, il y avait un reptile qui communique la Toum'a et 9 grenouilles qui ne communiquent pas la Toum'a, mais comme c'est Kavua, c'est toi qui as été vers eux, là où ils étaient Kavua, Kol Kavua, ke Mechetzal, Mechetzal Dami, c'est comme si on avait 5 grenouilles et 5 reptiles. Comme des magasins. Comme des magasins. Et donc cet homme, qu'est-ce qu'il est? Sfeko Tamé. Alors ça, c'est une référence. C'est pas une référence, parce que là aussi, c'est la Humra. C'est pour dire qu'il est Tamé. Boker Tov. Rabbi Zera, tu m'as dit que Ben la Humra, Ben la Kula. Dans quel cas le Kavua peut engendrer une Kula? Tu peux m'expliquer? Voilà. Ella mitish'a shratzim utzfardeya echad benehem venaga beechad mehem ve'no yodea be'ze mehem naga. Birshut hayachid sfekot tameh, birshut harabim sfekot tahor. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons l'inverse. On avait 9 shratzim. 9 shratzim. Donc 9 reptiles morts qui communiquent de la Toum'a. Et une grenouille qui ne communique pas de la Toum'a. Ils étaient mélangés. Maintenant, lui, il ne sait pas lequel il a touché. La grenouille ou les autres. Rabotaï, est-ce qu'il est tamé ou il est tahor? Ça dépend où ça s'est passé. Ça s'est passé Birshut Yahid ou ça s'est passé Birshut Harabim? Alors là, vous êtes très étonnés, c'est normal. On a une halakha selon laquelle ça fait que Toum'a, Birshut Yahid tamé, ça fait que Toum'a, Birshut Harabim tahor. On l'apprend de la Sota. Incroyable! Un homme, un safek, est-ce que j'ai touché la Toum'a et je suis tamé ou pas? Ça dépend où tu te trouves. Tu es dans un cercle fermé, dans un cercle isolé, Reshut Yahid, il n'y a pas de passage, eh bien dans ce cas-là, tu es tamé. Sfeko tamé. Tu es dans un Reshut Harabim, là où il y a du passage, eh bien tu as un safek, tu es tahor. Que ça change. Mais que ça change! C'est exactement le même safek, le même homme, la même Toum'a. Mais c'est quoi cette histoire? Gzerat HaKatuv. La Torah nous a enseigné à propos de la Sota. Une femme soupçonnée par son mari de l'avoir trompée. Il se pose des questions. Est-ce qu'elle est devenue impure par une relation avec un étranger, un autre homme? Est-ce qu'elle a commis l'infidélité ou pas? La Torah nous parle là-bas de Venistera, Vehinitma'a. Venistera, Vehinitma'a. Quand elle s'est isolée avec un homme, évidemment, c'est dans un Reshut Yahid. Il n'y a pas d'isolement devant tout le monde. Donc, Venistera. À ce moment-là, la Torah nous dit qu'elle est Tme'a.
Pourquoi? Tant qu'on n'a pas clarifié avec le Kohen au Beth Amikdash qui va lui donner à boire de cette eau de Maïm Marim, Maïm Arerim, alors on ne sait pas, elle est considérée Tmea. Safek Tum'a Birshut Hayahid Sfeko Asur. Elle est Asura à son mari, Misafek. Pourquoi tu l'interdis? Eh bien, Misafek. Parce qu'elle était dans le Reshut Hayahid. Mais si elle a parlé avec ce bonhomme dans le Reshut Arabim, elle est permise. Même si son mari lui a dit attention. Mais elle était dans le Reshut Arabim. Du fait que la Torah ait parlé de Tum'a, elle a dit Venitma'a. La Torah n'a pas parlé de Issour, interdite. Elle a parlé de Tum'a, pour faire allusion à un autre registre. C'est le registre de la Tum'a. Quand je touche un objet tamé, je deviens tamé. C'est une autre catégorie de Tum'a. Ici, c'est une Tum'a de Avera, c'est une Tum'a de l'esprit, de la Neshama. Et là, c'est une Tum'a physique, du corps. Je touche un reptile, je suis tamé. Ça, c'est le corps qui est tamé. Mais la Torah, du fait qu'elle ait employé le verbe Venitma'a pour la Sota, c'est pour faire allusion aux lois de la Tum'a. Pour nous dire, ce qu'on applique à la Sota, on applique à la Tum'a. Quand est-ce que la Sota est interdite à son mari? C'est uniquement si elle s'est isolée dans un lieu d'isolement. Mais si elle a parlé avec le bonhomme dans un domaine public, Birshut Arabim, il n'y a pas de problème. Eh bien, la même chose. Safek Tum'a, Birshut Hayahid, Tameh, Safek Tum'a, Birshut Arabim, Tahor. Voilà la raison pour laquelle, ici, on est en train de dire que lorsque ce monsieur a touché l'un des 10 éléments, des 10 cadavres, on a ici un reptile et 9... le contraire. On a 9 reptiles, merci. On a 9 reptiles et une grenouille. Mais les reptiles sont majorité. Les reptiles sont majoritaires, Narod. Rabotai, c'est là, c'est Bidiouk ce qu'on veut maintenant. Quel est le din si on était dans le Reshut Arabim? On a 9 reptiles morts qui communiquent la Tum'a. Et on a une grenouille. Et lui, il ne sait pas ce qu'il a touché. Tahor ou Tamé? Mais c'est ça qui est... C'est bizarre. Narod, c'est bizarre. Parce qu'il y a majorité de reptiles. Alors comment ça se fait qu'il est Tahor? Comment ça se fait qu'on dit 50-50? Pourtant, c'est 90-10. Comment on considère qu'ici, on a 50% de reptiles et 50% de grenouilles, mais il y a 90% de reptiles là? Alors, comment ça se fait, Rabbi Yeshua Tagidli? C'est la notion de Kavua. C'est ce qu'a dit Rabbi Zera, que quand il s'agit d'une minorité qui est fixe, une minorité qui est Kavua, et c'est l'homme qui va vers le mélange. Donc l'homme, à ce moment-là, quand il touche l'un des 10, on dit c'est comme si, maintenant il y avait ici dans ces 10, 5 et 5. Mais quel est le résultat? C'est qu'il est tahor. Alors que si je vais d'après la majorité, il est tamé. Si je dis 50-50, il est tahor. Pourquoi il est tahor? Parce que c'est Birshut Arabim. Quel est le din si on est dans un domaine public et qu'on a 5 reptiles morts et 5 grenouilles? J'ai 5 et 5. Et je ne sais pas lesquels j'ai touché. Je suis tahor dans Reshut Arabim. Dans Reshut Arabim. Tahor. On vient de dire. Safek Tum'a Birshut Arabim. Tahor. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on prend le même dessin par rapport à la viande. Ça serait complètement tamé. Ken Tzadik, parce que là-bas, on n'a pas ce hiddush de distinguer entre Reshut Arabim et Reshut Hayahid. C'est unique en son genre. Il n'y a que à propos de la Sota et à propos de la Tum'a où la Torah établit ce distinguo. You understand, my friend? Alors, Rabotai, regardez, on va terminer maintenant le sujet. Umi de oraita minalan. La Gemara demande, c'est bien beau d'affirmer comme ça des axiomes de base. Mais sur quoi tu t'appuies? D'où tu as sorti ça? Nous, on connaît la notion du rov. Ahare rabim la'atot. Tu dois suivre la majorité. Mais d'où tu sors cette histoire que si cette minorité, elle est kavua, et que le safek est né dans le kavua, on ne suit plus la majorité, c'est comme si c'était 50-50. Mais d'où tu as tiré cette halakha? Tu peux me montrer une référence thoraïque, biblique? Tu dis oui. Amarkra. Ve'aravlo ve'kam alav. Ad she'itkaven lo.
Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Parashat Shoftim, on parle d'un Rotseah, un assassin. Un assassin, il est condamné à mort, mais à une seule condition. Ve'aravlo, ve'kam'alav. C'est quoi ve'aravlo? Il met en embuscade. C'est-à-dire, il lui a tendu une embuscade, c'est-à-dire qu'il a guetté la personne et il a tué un juif volontairement, sciemment, en lui tendant cette embuscade. Ve'aravlo, ve'kam'alav. Par haine. Alors, regardez ce que nous dit la Gemara, c'est que Hachit Kavenlo, pour être condamné à mort, il faut qu'il ait l'intention de tuer cet homme. Exemple, il y avait deux juifs qui étaient en train de discuter, Réhouven et Shimon. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il veut tuer Réhouven. Il voulait lui régler des comptes. Et il s'est trompé, il a tué Shimon qui était à côté. Est-ce que cet homme est condamné à mort? Cet assassin, Bémézid, il voulait tuer Réhouven, mais il a tué Shimon. Est-ce qu'il est condamnable au sein du Sanhédrin? Il a quand même tué. Non. Eh bien, Mahloket. Tanakama nous dit Hachit Kavenlo. Mais il avait l'intention de tuer, de toute façon. Il avait l'intention de tuer, mais pas celui-là. Oui. Il s'est trompé, mais il a tué quand même. Exactement. Alors bravo, ce que vous dites, c'est Hachamim. Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon. Lui, c'est Rabbi Shimon qui va dire, en effet, que Hachit Kaven Lo, Ve'arav Lo. D'accord? Ve'arav Lo. C'est qui Lo? C'est qui Lo? Réhouven. Celui-là. Mais s'il a tué quelqu'un d'autre, eh bien, il n'est pas tour. Il n'a aucune chance. Pas dans le Beddin terrestre. Ah, ouais, mais quand même. Bien sûr, mais pas dans le Beddin terrestre. Le Beddin ne peut rien lui faire. Lui, il voulait tuer l'un et pas l'autre. C'est comme l'autre qui a dit au policier, quand il lui a dit pourquoi vous avez brûlé le feu rouge. Il a dit je vous ai pas vu. Oui, mais ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Mais Hachamim pense comme vous, que ce monsieur-là est condamnable à mort. Alors pourquoi la Torah a écrit l'eau? Ve'arav lo, prat les orek even lego. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un a jeté une pierre au milieu, qu'est-ce que ça veut dire? Il a tué quelqu'un, comment? Il a lancé une pierre au milieu d'un groupe. Rabotaï, il y avait comme ça, en bas du balcon, il y avait un groupe de personnes. Il prend une pierre, il dit, je jette au milieu du groupe. Et il tue un mec. Prendra qui prendra. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Dans le cas où ils sont tous juifs, c'est sûr qu'il est condamnable à mort. Pourquoi? Il est condamné à mort parce que, c'est ce qu'on vient de dire il y a 2 minutes, que quand il y avait deux personnes, Réhouven et Shimon, il voulait tuer Réhouven, et il s'est trompé, il a tué Shimon. D'après Chachamim, il est Hayav Mita. Il est condamnable à mort parce qu'il voulait tuer. Et il a tué un juif, même si ce n'est pas le même. Par contre, Hachamim qui le condamne, alors qu'est-ce qu'ils font avec le pasouk? Ve'arav lo. Alors ils disent Prat les orek even lego. Pour exclure celui qui a jeté une pierre au milieu du groupe. Il m'a dit, mais si c'est au milieu du groupe, c'est encore pire. Ça veut dire, lui, il veut tuer quelqu'un. Il y a 10 juifs, un au hasard. Alors, c'est encore pire, parce que si déjà, quand il voulait tuer Réhouven, et il ne voulait pas tuer Shimon, mais en tuant Shimon, tu le condamnes à mort, parce qu'il avait voulu tuer Réhouven, à plus forte raison s'il veut tuer l'un des 10. Alors, de quoi on parle? Quand tu dis, on l'exclut de la condamnation. Regardez bien. Echidami. Elima deika tish'a kena'anim ve'had Israël benehem ve'tipuk lederuba kena'anim ninu. Inami palga ou palga, ça fait que nefashot le'aken. Si on parle d'un groupe qui est constitué de 9 goïms et un juif, alors tu veux dire que dans ce cas-là, il est pas tour? Dans ce cas-là, la Torah dit il est pas tour. Mais c'est évident qu'il est pas tour. Puisqu'il n'y a qu'un seul juif. Donc si on va d'après la majorité, c'est sûr qu'il est pas tour. Mais mieux encore, même s'il y a 50-50, imaginons, il y avait 5 juifs et 5 goïms. Et lui, il a lancé comme ça au hasard. Dans ce cas-là, aussi il n'est pas tour. On ne va pas le condamner à mort. Pourquoi? Parce que là,
c'était du 50-50, et alors, on a une halacha. Veshaftu ha'eda, veitzilu ha'eda. La Torah demande au Beddin d'être tolérant, de chercher comment disculper un condamné. Comment innocenter, acquitter celui qui pourrait être éventuellement condamné à mort. Eh bien là, ici, on a un safek. Peut-être oui, peut-être non. Veitzilu ha'eda. Allez, sauve-le. Et donc, il ne faut pas le condamner. Alors la Gemara dit, alors de quoi on parle? Quand tu me dis, arabe, lo, ça ne peut pas parler de 9 goïms et un juif. Ça ne peut même pas parler de 5 juifs et 5 goïms. Alors de quoi on parle? La tzricha de ika tisha israelim ou knaani ehad benehem de avale knaani kavua vechol kavua kemechetza mechetza dami. Extraordinaire. C'est pour nous dire que l'assassin est patour, même dans le cas où il y avait 9 juifs et un seul goy. Lui, il a jeté une pierre sur le groupe. Eh bien, c'est tombé sur un juif. On ne va pas le condamner à mort. Pourtant, il y avait une majorité de juifs, donc il devrait être condamnable, c'est vrai. Mais étant donné qu'il y avait un goy qui était kavoua au milieu, c'est comme s'il y avait 5 goyim et 5 juifs. Qu'est-ce qu'on a déjà dit? Quand on a 5 et 5, Vehitzilu ha'eda. N'est-ce pas? Safek nefashot lehakel. Répétez cette phrase. Safek nefashot lehakel. Quand on a un safek au niveau de quelqu'un, est-ce qu'il faut le condamner à mort ou pas? Alors on est mekil. Vehitzilu ha'eda. Eh bien maintenant, bien qu'il y ait une majorité de juifs, 9 juifs et un seul goy, on la quitte comme s'il y avait 5 et 5. C'est de là qu'on apprend que le din de Kol Kavua Kemechetza al-Mechetza Dami, ce n'est pas seulement la Humra, mais même la Kula.